Comment un pays comme le Bénin est-il vraiment dirigé? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. On va plonger ensemble au cœur de la machine pour voir qui tire vraiment les ficelles. Voilà, le ton est donné. Il ne s'agit pas de juger, mais vraiment de décortiquer, de démonter, pièce par pièce, cette mécanique un peu invisible qui fait qu'une nation entière fonctionne. 13 millions, c'est le nombre d'habitants au Bénin. C'est énorme. On parle d'un pays plein de vie, des marchés animés de Cotonou jusqu'aux villages les plus reculés. Et face à cette échelle, une question s'impose tout de suite. Et là voilà, notre question centrale. Sur ces 13 millions de personnes, combien sont réellement aux commandes? Combien tiennent les rênes? La réponse, on va le voir, est assez surprenante. Alors, pour répondre à ça, il faut y aller par étapes. Et comme dans toute bonne enquête, on commence par le haut, le sommet de la pyramide du pouvoir. Et tout en haut de cette pyramide, il n'y a qu'une seule personne, ou plutôt une seule fonction, celle du président de la République. C'est vraiment l'incarnation du pouvoir au sommet de l'État. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point le pouvoir est concentré. Le président, en fait, il a 3 casquettes. Il est à la fois chef de l'État, donc le symbole de la nation, il est aussi chef des armées, et point crucial, il est chef du gouvernement. Parce que, et c'est une vraie spécificité, il n'y a pas de Premier ministre au Bénin. Tout remonte directement à lui. Bon, il n'est pas complètement seul au sommet. Il y a une nouveauté institutionnelle qui date de 2019, la création du poste de vice-président. C'est un ajout assez moderne qui modifie un peu l'architecture du pouvoir. Et la façon dont il ou elle est choisi, c'est intéressant. On ne vote pas séparément pour la vice-présidence. En fait, la personne est sur le même ticket que le candidat à la présidence. C'est un duo, un peu comme aux États-Unis, où l'on vote pour le package président-vice-président. C'est un modèle qui a été adapté ici. Ok, donc on a vu le sommet de l'iceberg. Maintenant, descendons d'un étage. On va entrer dans ce qu'on pourrait appeler la salle des machines, là où les grandes décisions présidentielles commencent à transformer en actions concrètes. Juste en dessous du président, on a bien sûr le gouvernement. Et le nombre de ministres, ça fluctue un peu, vous savez, au gré des remaniements. On est généralement sur une fourchette de 23 à 28 ministres. Chacun est à la tête d'un grand secteur, que ce soit l'économie, la santé, l'éducation et les piliers du pays, quoi. Et là, attention, c'est un point super important, on connaît le nom du ministre, c'est le visage public. Mais derrière, il y a toute une hiérarchie de l'ombre sans laquelle rien ne fonctionnerait. Dans chaque ministère, il y a 2 postes clés. Le directeur de cabinet, c'est un peu le cerveau stratégique, celui qui filtre tout. Et puis il y a le secrétaire général, qui est le vrai boss de l'administration, celui qui s'assure que la boutique tourne. Mais ça ne s'arrête pas là, la structure est encore plus profonde. Dans un seul ministère, on peut trouver entre 10 et 30 directions générales. Pensez à la direction des impôts, à la direction du trésor. Ce sont des entités énormes. On parle d'une véritable armée de hauts fonctionnaires qui sont là pour mettre en musique les politiques décidées en haut lieu. Bon, on a vu les têtes pensantes, les stratèges, mais qui est-ce qui applique tout ça sur le terrain, au quotidien? Il est temps de descendre encore d'un niveau, là où l'État devient concret, où il touche directement la vie des gens. Là, on parle de la fonction publique. C'est une immense machine de plus de 100 000 agents. Ce sont vraiment les bras et les jambes de l'État. Ce sont les profs dans les écoles, le personnel soignant dans les hôpitaux, les policiers dans la rue, l'agent derrière le guichet à la préfecture. Bref, ce sont eux qui, jour après jour, font tourner le pays. Et cette citation, elle résume tout. On peut changer de président, de ministre, mais si ces agents-là s'arrêtent, le pays tout entier est paralysé. En 24 heures, plus rien ne fonctionne. C'est dire leur importance capitale. Et il y a une autre dimension, très importante au Bénin comme dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est la coexistence de 2 types de pouvoirs. D'un côté, on a l'État moderne, les préfets, les maires, etc. Mais de l'autre, on a le pouvoir traditionnel, les chefs de village, les chefs de quartier. Ils ont une autorité qui n'est pas écrite dans la Constitution, mais qui est bien réelle. Et parfois, localement, la parole d'un chef peut peser bien plus lourd qu'un arrêté préfectoral. C'est une dualité vraiment fascinante. Allez, maintenant qu'on a exploré tous les étages de la fusée, prenons un peu de hauteur. On a vu toutes les strates de cette pyramide du pouvoir, il est temps de tout rassembler et de faire les comptes. Alors, calculons ensemble. On a un président, un vice-président, une petite trentaine de ministres, on ajoute à ça quelques centaines de très hauts fonctionnaires, les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux, et puis en dessous quelques milliers de directeurs et de chefs de service qui sont des décideurs de niveau intermédiaire. Si on fait le total de tout ce petit monde, on arrive à un chiffre assez fou. Probablement moins de 10 000 personnes. Moins de 10 000 personnes qui ont une influence directe sur la marche du pays. Maintenant, mettons ça en perspective avec les 13 millions d'habitants. Le ratio est juste vertigineux. Ça nous montre qu'au fond, un pays, c'est quoi? C'est une minorité très organisée qui gère une immense majorité.
Et finalement, ce décryptage de l'État béninois, ça nous dit quelque chose d'universel. Un pays, n'importe lequel, c'est une structure pyramidale. C'est une chaîne de commandement. C'est une minorité qui s'organise pour mettre en place les règles du jeu pour la majorité. Au fond, le Bénin n'est pas une exception. C'est un cas d'école qui nous sert de miroir. Et c'est peut-être ça la conclusion la plus importante. Un pays, ce n'est pas juste un territoire et des gens. Ce n'est pas un accident. C'est une organisation. Une machine incroyablement complexe, avec ses rouages, ses ingénieurs, ses opérateurs. Et comprendre comment cette machine fonctionne, eh bien c'est un premier pas essentiel pour comprendre le monde dans lequel on vit.